Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important. C'est capital. C'est palpitant. Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait. Un petit schtroumpf. Oh mais vite! Tu n'es pas chez toi ici! Justement, les touristes d'abord. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir. Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Seb au micro, on est ensemble pendant 1 heure. Bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images issues de la BD franco-belge, du manga et du comics. Et je vous laisse en compagnie d'une petite interview réalisée lors de l'Angers Geek Fest, qui était en partenariat avec Leno et Destination Angers. On a fait plein d'interviews et puis il y en avait une qu'on a... Pour être hyper transparent, on pensait avec Imaginaire qu'ils allaient la diffuser, eux pensaient que je l'avais diffusée et du coup on l'avait laissée de côté, mais elle est toujours d'actualité. Donc je vous laisse avec Guillaume Albin et Rémi Hoffman et vous allez voir, on est toujours dans l'ambiance de l'Angers Geek Fest et c'est plutôt festif parce qu'on se lâche bien. Bon, alors nos deux invités. Bonjour. Bonjour. C'est qui? Ah. Oh, je sais pas, on passait par là, on a vu la lumière, on est rentré. C'était sympa. Ouais. T'as entendu une Lahulle Band, tu t'es dit tiens. Ouais, tiens, je suis chez moi. Un petit groupe sympa. Oui, non, donc. Alors, on va se présenter. Alors, vas-y, Guillaume. Oui, moi je suis donc Guillaume Albin, dessinateur de bande dessinée et scénariste aussi parfois, ça dépend des projets. Tiens, parle un petit peu plus près de ton micro. Oui, voilà. Donc, il faut qu'il soit bien perpendiculaire à ton nez. Ah, bien perpendiculaire. Voilà. C'est une question d'angle. Tu notes les différences? Ah oui, on entend beaucoup. On entend bien la perpendicularité là. Ouais, oui, c'est très important. Et non pas la diagonale. On en parlera tout à l'heure. Comprendre le jeu de mots tout à l'heure. Voilà. Donc je suis dessinateur de bande dessinée et scénariste. Enfin, ça dépend des projets, évidemment, parce que des fois on fonctionne en tandem. Voilà. Je travaille sur la licence du Donjon de Naalbuck, sur les spin-offs officiels et sur le jeu de rôle, les livres dont vous êtes le héros, La Geste de Gurdil et Aventure à Chenafon. Je travaille aussi sur l'univers du trail, donc la course en montagne, avec les éditions Ultra BD. On sort une collection de BD sur les grandes courses mythiques. Et notre nouveau projet avec Rémi, que je vais lui laisser présenter, lui laisser du temps d'antenne, eh bien, ça s'appelle Smurf Runner 2066 et je vais passer le micro à Rémi. Bonjour, je suis Rémi Hoffman. Donc moi je travaille dans l'audiovisuel la plupart du temps. En fait, je suis réalisateur et scénariste aussi. Et j'avais travaillé il y a longtemps un petit peu dans la bande dessinée. On avait voulu commencer à publier des choses avec Soleil et tout ça, mais c'était il y a fort longtemps, il y a plus de 20 ans. Et je me suis relancé dedans avec un beau projet là, qui me tenait à cœur et pour lequel donc, j'ai commencé une collaboration avec Guillaume Albin en tant que dessinateur, donc moi en tant que scénariste. Donc c'est Smurf Runner 2066 et c'est donc une bande dessinée parodique, dystopique et de futur d'anticipation. Voilà. Comme on dit, c'est une sorte de Blade Runner avec des sortes de Schtroumpfs, mais c'est pas eux. En tout cas, c'est dans le thème de l'Angers Geek Fest 2023. Ah oui, complètement. On sent une concentration d'influences pour donner quelque chose de complètement différent que ces influences-là. Comment il est né ce projet-là Alors en fait, il y a très très longtemps, j'avais un peu mariné une idée comme ça, et c'était tombé un petit peu. J'ai fait plein d'autres choses à côté, donc je l'avais laissé un petit peu de côté. Et en fait, aussi bizarrement que ça puisse paraître, c'est l'année dernière, j'ai eu le Covid au moment des 23 heures de la BD. Je sais pas si vous connaissez le concours. Hein. Et du coup, je me suis dit bon, ok, je suis coincé chez moi 6 jours, que faire et en fait, il y a eu un thème un petit peu comme ça, c'était avec la couleur bleue.
Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas relancer ce projet-là? Et puis j'ai redémarré, tac, 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 et j'ai vraiment redéveloppé tout le projet avec cette ambiance futuriste, avec un peu des complots, un peu de science-fiction, il y a un petit peu de magie, mais il y a beaucoup de choses, surtout qu'on pourrait voir dans des films d'anticipation. Pas forcément Blade Runner. On a dit Blade Runner il y a une référence dans le titre Blade Runner, un peu pour la blague, on va dire, mais c'est aussi le côté détective privé, polar, futuriste, mais c'est aussi plein d'autres influences, comme ça pourrait être Cyberpunk, Shadowrun ou plein de choses comme ça. Shadowrun qui mélangeait déjà la magie dans du cyberpunk. Exactement, oui. voilà. Ce qui est très intéressant et ce qui m'a séduit, parce que évidemment il m'a proposé le projet avec un storyboard, et en fait ce qui était intéressant, c'était justement le côté magique, fantasy, qui est en fait une survivance ancienne dans l'histoire des Smurfs actuels, voilà, qui ont évolué dans une société plus sombre, plus postmoderne. Et en fait, le décalage que ça cause avec justement l'ambiance noire, détective, l'ambiance technologie corpo, etc., c'était très intéressant parce qu'on avait la survivance de l'enfance dans un monde adulte. Et ça apporte une évolution qui a du mal à se faire sur les licences officielles. Astérix est bloqué en moins 52 avant Jésus-Christ depuis tellement longtemps qu'on se demande comment c'est possible. À chaque fois qu'il y a une reprise, ça stagne, ils n'osent pas revenir et faire évoluer. Là, ça apportait cette notion d'évolution et ça m'a tout de suite tapé dans l'œil. En plus, la référence à Blade Runner est à double détente parce que la genèse des Schtroumpfs, leur manière d'exister, la manière dont la Smurfette a été créée, on est dans le répliquant, on est dans le... Voilà. Il y a ça. J'aurais pas creusé aussi loin. Voilà. Je joue un petit peu là-dessus, voilà. Sur le côté répliquant, complètement clonage. Et c'est un peu ça, quoi. Le transhumanisme vu par les Schtroumpfs. Exactement. Voilà. On en jouait. Comme disait Guillaume, c'est ça, le fait de s'approcher, de s'inspirer des Schtroumpfs sans être les Schtroumpfs, ça nous permet énormément de liberté dessus, de création. Totalement. En fait, on n'est pas contraint à un héritage monolithique. Ça offre une souplesse de traitement. En fait, on est vraiment dans l'hommage important à quelque chose qui fait partie de notre enfance et qui fait partie maintenant de l'enfance de nos enfants. Et puis de la culture commune, au moins les grandes lignes. Et nous, vraiment, c'était l'idée de se dire, on peut très bien découvrir notre BD sans connaître absolument, mais si on l'a connu, au contraire, si on a envie de redécouvrir les Schtroumpfs, on va dire les vrais, c'est un plus, parce que le côté immersif est encore plus rigolo, quoi. Mais du coup, j'ai une question j'ai déjà les réponses, mais j'aime bien les faire reformuler par les gens. Comment on envisage de faire un hommage parodique aux Schtroumpfs avec ce côté corporatiste derrière, sans risquer de se prendre un gros taquet sur les doigts? Alors, tu veux répondre ou je réponds? On peut répondre tous les deux à tour de rôle. Ouais. Alors, clairement, pour avoir travaillé sur la licence Naalbuck, je sais que c'est pas forcément toujours facile, que un univers ça se pique pas, voilà. Mais il y a en France des lois sur la parodie qui ont un cadre et que si on les respecte, on peut. D'ailleurs, on pourra citer plusieurs parodies qui ont déjà été faites, notamment dans les Cassos avec les Prooms. Voilà. Effectivement. Et du coup, on est allé voir les gens qui ont déjà fait des parodies, on leur a demandé. Et on a regardé justement ce que disait Guillaume, donc un peu les règles à respecter dessus pour pouvoir faire de la parodie, pour pas que ce soit du plagiat ou contrefaçon ou autre chose. La première des choses, c'est qu'il faut que ce soit humoristique. Et effectivement, nous, même si on a un côté aventure, science-fiction, tout ça, il y a beaucoup d'humour dedans, et ne serait-ce que ce décalage. En plus, l'humour, ça peut être plein de choses. Ça peut être un peu de l'ironie, de la parodie, ça peut être plein de choses. Après, il fallait que ce soit dans le respect. Il fallait que ça ne nuise pas à l'œuvre originale. Et au contraire, justement, nous, on est vraiment dans l'hommage. On incite même les gens à redécouvrir les Schtroumpfs, et on est vraiment dans une logique de bienveillance par rapport à l'œuvre originale. Oui, il faut pas qu'il y ait un côté trash, en fait. Alors, et bizarrement, ça a déjà existé des trucs trash. Typiquement, les Schtroumpfs font des trucs trash,
et c'est passé. Oui. Il y a aussi, ne serait-ce que même South Park, donc à l'échelle internationale, il y a un épisode où on voit une parodie des Schtroumpfs dedans qui se font passer un coup de tondeuse à gazon dessus, il me semble. Donc, Oui, ils prennent cher. je crois bien. Oui. Donc voilà. Et il y a eu pas mal de choses qui existent déjà. Donc c'est qu'ils sont plus ouverts que par exemple Moulinsart, les éditions de Moulinsart qui eux sont extrêmement fermées. C'est touchy. C'est très touchy, mais il existe pas mal de choses où ils sont assez ouverts tant qu'ils voient que c'est sympa, quoi, que ça reste rigolo, que ça reste toujours une interprétation. En fait, Voilà. c'est ça la problématique. Exactement. Et il faut pas qu'il y ait confusion. Ça c'est important quand même. Donc ça c'est la troisième règle pour le. Donc là c'est pour ça qu'on a changé les noms, on a changé les bonnets, tout ça pour que les gens voient que c'est pas ça. On n'est pas dans la même époque, on n'est pas dans le même style de récit. Je dirais qu'on n'est même pas dans le même public puisqu'on est un petit peu plus ado, jeune ado, adulte. Des tout petits, ce serait pas forcément leur truc. Et voilà, on est vraiment dans un autre public. Et surtout, on joue vraiment la carte franc-jeu. Nous, on annonce vraiment, ceci n'est pas les Schtroumpfs. Voilà, c'est un truc. On est vraiment honnête, très très honnête. C'est important pour nous là-dessus. Et on a d'ailleurs recontacté aussi récemment tout ce qui était les ayants droit. Donc Okay. on est en cours aussi de discussion dessus. Voilà. Donc, y a pas Ouais, de- c'est bien, c'est que le projet est très bien cadré. Voilà, on fait vraiment La attention de sécurité faire les mise choses et, en bonne et due forme. C'est très important. C'est pour très nous. important. Il n'y a pas de prise en traître. C'est vraiment carré. Ouais, on se lance pas dans le grand 8 sans avoir mis la ceinture. C'est ça. On retrouve pas de personnages précis parmi les Schtroumpfs. Alors, la plupart non, parce qu'on va dire ça se passe. Donc c'est 1000 ans après. C'est les Smurfs, mais c'est 1000 ans après. Voilà. Mais après, on va évoquer à un moment donné certains anciens personnages. Donc, on va évoquer très brièvement, mais voilà, c'est pas les personnages principaux. Les personnages principaux, pour vous dire, c'est donc le Smurf détective, qui est vraiment le détective badass de Polar, on pourrait dire. Il y a la Smurfette étudiante, qui est étudiante en archéologie. Voilà, et puis il y en a plein d'autres. On trouve, puisque le système politique, économique a changé. Il y a des millions de Smurfs maintenant, même il y a beaucoup de Smurfettes dedans. Et maintenant il y a un président Smurf, il y a des professeurs Smurf, des docteurs, là, il y a la police de Smurf. Et voilà, il y a plein de choses comme ça dedans en plus, quoi. Et d'ailleurs, on joue aussi en plus dans les différences. Ils ont aussi des morphologies différentes. Il y a des gros, des petits, des grands, des mecs, des plus vieux, des plus jeunes, des Voilà. pilosités différentes, plein de choses. Ils se sont un peu plus humanisés, on va dire, au fil des répliques. Voilà. Et justement là-dessus, est-ce que c'est difficile en fait de reprendre un chara-design existant et de se dire comment on le modifie pour justement rester dans cette ligne-là, sans le trahir, mais sans être trop proche pour justement qu'on différencie bien? Alors là, c'est là que on rentre dans un peu dans la meule du moulin, tu vois. C'est il y a du boulot. Le départ, il faut rentrer un peu dans dans les personnages. Il faut les intérioriser, il faut les prendre au bout du pinceau. Il faut inventer une morphologie. Okay. Et en fait, c'est pas forcément évident parce qu'il faut que ça colle au narratif. C'est-à-dire que si votre visuel est trop décalé par rapport au ton de votre narration, ça va pas. Et en plus, une ambiance nouvelle où vous avez des personnages qui flirtent avec le mal. Et donc du coup, il faut reprendre des éléments graphiques qui sont liés à ça. On a, par exemple, le docteur. Le professeur. Oui, le professeur. Voilà, le professeur. Comme on a un côté un peu cyberpunk aussi. Il faut rajouter des implants, il faut rajouter des choses comme ça. Il a les stigmates d'une expérience passée qui a dû échouer horriblement. Donc il a moitié le visage brûlé. C'est classe. Ouais. Voilà. Donc on a quand même trouvé. Pareil pour la morphologie, on garde l'essentiel. Et par contre, après pour les jambes, pour les bras, je me suis permis de les humaniser un petit peu plus pour pouvoir leur donner des postures un peu plus dynamiques, un peu plus différentes. Et pouvoir les inclure dans des scènes d'action, des choses comme ça où il faut qu'ils sautent en avant, qu'ils fassent des figures. Voilà, et ça c'est pas possible avec le graphisme d'origine. Un problème d'articulation qui va se poser à un moment. Ouais. On est plus dans un truc, on va dire un actionneur. Et ça va se ressentir aussi dans le découpage. C'est-à-dire que nous, on est plus proche un peu plus comics, on va dire. Un peu plus comics. Voilà, il y a un peu plus des éclaté, perspectives, un peu plus, exactement. Voilà, on n'hésite pas non plus à éclater les cases. C'est pas un gaufrier classique. Voilà. Exactement.
On n'hésite pas à éclater les cases, on n'hésite pas à faire des plongées contre plongées avec plusieurs plans différents. D'ailleurs, le premier visuel qu'on a sur le flyer et sur le roll-up sur le salon, on a colorisé ça de manière à avoir plusieurs plans différents pour pouvoir faire des animations. Après, Rémi a fait une petite animation qu'il a mis sur les vidéos de présentation. Voilà, on a des flous, des trucs. Enfin, on se permet un langage un peu plus cinématographique. Ça se ressent en tout cas dans cette presse avec des couleurs très flashy, justement, comme les couleurs néon très proches de Cyberpunk ou Blade Runner, justement. Et puis ce côté très claustro, en fait, avec les personnages vraiment isolés et ses mains tendues vers eux. Côté film de zombie un peu aussi quand même. Un peu. Alors on n'en dit pas plus pour l'instant, mais il y a un peu de ça. Par contre, on peut dire que c'est complètement urbain là, alors que les Schtroumpfs c'était champêtre, bucolique. Ils étaient toujours en train de courir dans des prairies. Exactement. Ouais, là, c'est ce côté urbain étouffant des grandes villes. C'est un peu une thématique qui revenait justement dans les films d'anticipation. Souvent ce côté futur un peu sombre. Donc on en joue énormément. Et on parle un peu du passé. On parle de plein de choses. Je ne peux pas en dire plus encore une fois, mais oui, c'est une thématique qui est importante. On saura comment on est en trame de fond. Moi je peux pas m'empêcher, alors c'est mon côté un peu rôliste aussi, et puis on en parle depuis tout à l'heure. Il n'y a pas une déclinaison jeu de rôle qui serait en préparation pour aller avec? Si ça marche. On a plein d'envie évidemment. Parce que proposer aux gens actuellement de jouer les Schtroumpfs, ça leur plaît pas. Mais dans un univers comme ça peut déjà être funky. Ça peut être très cool, ouais. On réfléchit à plein de choses. Alors du jeu, des cartes, des choses comme ça, on va voir. Effectivement, on y pense. Il y a d'autres choses auxquelles on pense, c'est que, alors moi je fais un petit peu de 3D, j'ai aussi des amis qui font de la 3D, donc on va voir, alors ça pourra servir, pourquoi pas faire des figurines un jour, ou des petites choses, ça pourra servir, des visuels. Il y a un petit truc rigolo qu'on voudrait faire aussi, c'est faire, comme on est dans le côté futuriste, utiliser des QR codes et faire apparaître en réalité augmentée. Dessus. Et ça serait interne à la BD, c'est-à-dire qu'on a les pages de BD, et au sein de la BD, un peu comme on aurait dans Watchmen, toute proportion gardée, on va dire, il y a des pages dedans, en plus des pages de BD, ce qu'on aimerait faire, et dedans on peut faire apparaître, il y a d'autres choses dedans écrites, des documents, et apparaître les personnages en animé. Ça se fait de plus en plus, et effectivement la frontière avec la réalité augmentée devient de plus en plus intéressante. Et ça s'y prêterait avec un des thème storyboards, des choses comme ça, et effectivement c'est... Ouais, on y pense. Et le fait donc d'utiliser pareil des layers séparés dessus, ça permet aussi de faire des fois des petits mouvements un peu en 3D et tout ça. Voilà, pour donner une sensation de profondeur. On y pense par la suite. Si par exemple il y a une version, je dis n'importe quoi, mais un peu audio et puis avec quelques visuels dessus qui passent, on pourrait retrouver les planches avec un peu de profondeur de champ d'animal. Voilà, tu vois par exemple là, pour m'entraîner un peu, j'ai commencé un plan de vue de la ville et je me suis amusé, j'ai fait un dirigeable en haut et je l'ai mis sur un calque séparé, donc ça veut dire qu'à la fin on peut faire un dirigeable publicitaire avec des pubs qui changent au fur et à mesure ou des trucs qui défilent. Voilà, c'est le genre de truc qu'on peut prévoir, qu'on peut. C'est stylé, ouais. Voilà, ça c'est produit. C'est aussi ce qui a fait un choix, c'est qu'au début tu te posais la question, est-ce que je fais sur papier les crayonnés et l'ancrage, ou est-ce qu'on fait tout, enfin tu fais tout direct à l'ordi. Finalement ça a été tout à l'ordi pour ces raisons pratiques ensuite quoi. Donc pas du tout de crayonné de départ ou en fait j'applique la technique classique mais sur ordi pour pouvoir séparer des calques et pour pouvoir parce que je sais après qu'il existe aujourd'hui des logiciels qui permettent de travailler directement sur ordi à partir d'un truc purement 2D. Je pense qu'on va prévoir ça d'abord d'avance. On va essayer de faire des plans sur des grandes cases où il y a des plans bien séparés. Voilà. Et c'est proche de ta technique de travail habituelle ou c'est au contraire pour l'instant je fonctionne. Pour le projet. Alors ça c'est tout nouveau sur le projet, mais pour l'instant en travail brut du graphisme, j'applique toujours la méthode classique crayonné, ancrage. Je travaille à partir du storyboard. Donc je crée mon fichier je place les textes, je cale un peu mes points de vue et puis après je commence à faire un crayonné léger, souvent de couleur. Donc avec des traits bleus, traits rouges, voilà. Et puis à la fin, une fois que vraiment mon crayonné tient la route, que j'ai bien les expressions des personnages et tout, là je passe à l'encre. Ok. Voilà. Et la colorisation, traduit aussi ou la colorisation,
moi j'en fais un peu, mais je prétendrai jamais être au niveau d'un vrai pro. Ok. Et tu sous-traites du coup. Là en fait j'ai un coloriste qui me suit notamment sur la Diagonale des Fous, là chez Ultra BD, qui a bossé sur l'Enfeust, qui est vraiment un très très bon, et qui s'appelle Cyril Vincent. Qui est le plus gros bosseur que je connaisse. C'est chez Delcourt, Soleil, voilà, de Lombard. Chez Delcourt, Soleil, il est partout. Et du coup, on l'a recruté sur le projet, donc ça promet. Voilà. Croise les doigts. Oui, j'espère vraiment. On a parlé boulot de la partie dessin, mais comment vous interagissez tous les deux? Il y a vraiment le scénario qui est posé et après tu te bases dessus, ou tu peux dire tiens, moi j'aurais plus vu ça comme ça Alors comme toutes les coopérations qui fonctionnent bien, et j'espère que tu vas aller dans mon sens, c'est qu'en fait en général je fais des propositions et j'attends le retour de Rémi, parce que donc on travaille beaucoup par Discord, par Skype ou des choses comme ça, et si je vois que j'ai une suggestion, une idée qui me vient et qui me paraît juste, je lui soumets, il la considère, il me dit oui ou non, et puis après on s'ajuste quoi. Okay. Moi ma méthode de travail, en fait je dessine aussi, alors beaucoup moins bien que Guillaume, mais dans mon métier à côté en réalisation, je fais beaucoup de storyboard en fait. Donc la BD, mon scénario n'est pas en forme de texte, il est vraiment en forme de BD déjà. Donc il y a déjà une première mise en page, ça lui permet de visualiser déjà ensemble, et après il rajoute des choses, il redynamise encore. Parfois je vais mettre un point de vue un peu différent, ou faire une proposition à Rémi sur un agencement des textes de manière à fluidifier la lecture, ou des trucs comme ça quoi. Et effectivement, après c'est un petit ping-pong d'échange, et on peut rajouter des petites choses des fois dans des tournures de phrases, des choses comme ça, des intentions, et puis on en discute, on valide. Pareil en graphisme, on dit tiens, est-ce que c'est mieux ci, mieux ça, voilà. Ça avance. Et là le délai annoncé pour la sortie, il y a un financement participatif si j'ai cru comprendre? Pas encore. Non, mais ça c'est ce qui est prévu. Probablement arriver. Là, on est en train de chercher un éditeur, on est en discussion, on est en train de voir. Donc, soit si on est en autonome, on verra un financement participatif, mais il se peut aussi qu'on passe donc par un éditeur. Mais il y a des éditeurs qui font aussi des financements participatifs. Oui. Là, pour l'instant, honnêtement, on vise 2024. Oui, ça va être ça. Ouais. Soit entre début 2024 ou mi-2024. Après, on est sur quelque chose là-dessus. Ok, ça va bien vite. Bah oui. On espère. En termes de pourcentage d'avancement, on serait sur quoi actuellement là? Actuellement, on a fait 3 pages ancrées. Il y a 3 pages ancrées, il y en a 2 en préparation encore. Oui, on a le storyboard qui est complet, donc ça c'est un gros morceau. Tout le scénario est complet, tout le storyboard est complet. Voilà. Et 3 pages avancées en dessin. Et après, ça peut aller assez vite dans la mesure où, pour l'instant, je divise mon temps entre les livres Nalbuck. Là, vient de sortir un nouveau livre dont vous êtes le héros, qui s'appelle Aventure à Schnafon, qui est arrivé à la fin du mois. Donc j'ai aussi encore des livres chez Ultra BD à sortir. Donc là je viens de terminer, on est en plein bouclage de la première moitié du tome 3. En fait il va sortir en 2 carnets, en deux moitiés, donc sur la Saint-Élion, et voilà, donc ça a un peu ralenti la production, mais quand je commence à fond, c'est une page de crayonné par jour, un ancrage par jour. C'est une démarche, un marche forcée. Ouais, là quand on est en trail BD. Voilà, quand on se met dedans, on se met dedans. Quoi. Si c'était vraiment à temps plein, on va dire tout, et la colorisation et tout, ce serait en 6 mois. Mais en vrai, ce sera pas le cas. Il y aura toujours des petites choses, mais voilà. Il y a toujours des commandes alimentaires, il y a toujours des. Oui, voilà. J'ai aussi une mini-série sur Casus Belli qui s'appelle Donjon Service. Et donc ça pareil, ça revient périodiquement. Il peut y avoir. Trimestre. Ouais, grosso modo. Ouais. Il doit y avoir aussi une fois de temps en temps, il risque d'y avoir des livres pour le donjon de Nalbuck qui vont arriver, mais ça c'est de l'illustration, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas la même façon de bosser. Ok. Voilà. Et quelques mots sur ton projet La Diagonale des Fous, qui est différent. Oui, alors ça c'est très différent. C'est à l'initiative de Fabrice Siffré, qui est un coureur de trail. Il a fait 3 fois la Diagonale des Fous, 3 fois l'UTMB. Il a fait les Templiers, les machins. Il a couru partout. Et il a voulu pouvoir communiquer sur sa passion.
d'une manière un peu originale, parce qu'il y a déjà beaucoup de livres qui existent sur ma course, ma douleur, tout ça. Donc voilà, j'ai fait par les grands champions de la discipline, et il voulait quelque chose un peu plus familial. Donc il s'est dit, pourquoi pas la BD. Et du coup, il a fait donc une fois la Diagonale des Fous pour le chrono, une seconde fois pour les photos, une troisième fois pour compléter le dossier. Et il a fait, oui, voilà, faut aimer souffrir. Il faut documenter. 160 km pour le fun et pour prendre des photos. Oui, bon. Et donc du coup, il a composé un storyboard et on s'est croisés sur un salon. Il m'a recruté comme ça. Et en fait, pour moi, c'était un grand défi parce que je dessinais que des barbares avec des muscles de bourrin et des nains poilus qui puent. Donc, à l'époque, sur Nalbuck, là, c'est des grands tout maigres, musclés secs. Ça m'a changé, tu vois. J'ai mis bien 3 mois avant de réussir à rentrer dans le graphisme, et ça m'a demandé pas mal de concessions parce qu'au départ, je faisais des mecs mais avec des épaules de bourrin. Il a fallu vraiment changer ma perception de la physionomie et du dessin, et petit à petit là ça s'affine de plus en plus, et pour moi c'était un défi, c'était une manière de pas stagner graphiquement et de pouvoir me confronter à autre chose. Alors j'ai fait du dessin de décor, de montagne, je me suis tapé tout le dossier photo, les animaux, les plans de la Réunion. Là pour le Tour du Mont Blanc, il fallait pas se déconner parce que les gens ils savent très bien où elle est, l'aiguille du Midi, hein. Si tu l'oublies sur la ligne de crête, t'es mal. Voilà, donc c'était un autre exercice, ouais. Et là, du coup, c'est un nouvel exercice avec Smurfrunner, parce que là encore, je dois me couler dans un graphisme différent du mien, réapproprier une nouvelle manière de dessiner, une nouvelle morphologie, des nouveaux décors, parce que le futuriste, j'avais jamais fait, donc voilà. Nouvelle prise de risque. Là, niveau musculature, c'est foutu, il n'y a plus rien. Ah oui, non, là, il n'y a plus de barbares, là. Quoique, allez savoir. On va peut-être faire. Peut-être arriver à avoir des infos à un moment. Le Smurf culturiste ou je sais pas quoi. Voilà, donc encore un gros défi graphique à relever, et ça me plaît parce que sinon on stagne, quoi. Puis on s'ennuie. Bon, les gens n'ont pas pu voir mon haussement d'épaule, mais oui. Romain. Moi je trouve que c'est pas mal, on a bien fait le tour effectivement. Ouais. Des grands écarts. On peut suivre l'avancée du projet sur les réseaux là. Je vois que vous avez du Facebook, du Twitter. On est partout. On a même du TikTok. On est des dingues. Et du coup, là voilà, on est très actifs surtout. Alors maintenant il y a le site internet depuis très peu de temps. Alors allez-y, c'est super parce qu'il y a des résumés un peu de tout, il y a des liens un peu vers tout. Il y a des vidéos. D'ailleurs on a fait une vidéo où on explique un peu tout le projet, tout ça. Donc il y a des infos dessus qu'on vous a pas dit pendant cette interview. Allez-y. Et il y a des liens donc dessus. Il y a aussi un agenda où on peut retrouver tous les festivals où on est présent. Surtout Guillaume du coup qui est en dédicace dessus. Et moi je vais essayer d'en faire de plus en plus. Ça va voir. Et voilà. Et on est beaucoup sur Facebook, Instagram et tout ça. Surtout ceux-là. Donc allez-y. Il y a des photos. Régulièrement on alimente. Et puis n'hésitez pas à nous poser des questions et tout. Et surtout que voilà, le crowdfunding n'est pas lancé, les préventes ou les ventes ne sont pas encore lancées. Mais si vous voulez, si les gens veulent savoir quand ce sera lancé, qu'ils viennent, on pourra les prévenir et lancer tout le truc. Oui. Parce que là, mine de rien, lors de ce festival, c'est notre épreuve du feu. On a eu des super retours. Alors déjà, je tiens à m'excuser tout de suite pour les gens qui pensaient que la BD était déjà sortie et qui ont cherché. On a eu beaucoup de demandes. Je suis désolé. Voilà. On crée un peu de frustration, mais c'est comme ça. On a besoin de créer une communauté avant le lancement du projet pour pouvoir sécuriser un financement participatif s'il y a besoin, et pouvoir aussi nous donner une assise de public et de lectorat qui permettent aussi de sécuriser un futur éditeur. Ouais. Et donc c'est très important. Voilà. Ah, mais c'est un bon retour, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les gens ont vu les visuels, ont vu les flyers et cherchaient la BD dans la pile à côté. Et ils étaient déçus de ne pas la trouver tout de suite. Quoi. Les gens accrochent directement, c'est ça qui est rigolo. Quoi. Dès qu'ils voient la bannière ou des choses comme ça, tout de suite ça les fait marrer, le concept les fait marrer. Voilà, c'est super. Et moi j'ai une chance inouïe, c'est de pouvoir aller en salon. La chance inouïe, c'est de pouvoir sortir de mon atelier et de rencontrer les gens et de confronter le projet au réel. Et en plus c'est très stimulant parce que n'étant pas chez moi je peux me concentrer à fond, et du coup c'est en général sur les salons que je fais mes meilleurs concepts. Ouais. Oui. Donc là
j'ai acheté un petit bloc de dessin chez le libraire, chez qui, voilà, et j'ai commencé à dessiner. Et du coup, les gens voient les concepts naître directement, et ça a un impact très positif. Donc il y a des visuels originaux, Schmurfrunner, spécial Angers Geekfest qui viennent d'être créés. Alors je veux pas susciter beaucoup de trop d'attentes, mais moi j'en ai vu. Hein. Venez-y maintenant là tout de suite, parce que vraiment ça donne envie et moi j'attends. Je vais pas aller chercher la BD parce que je sais que non, mais je pense que je vais stalker très très fort. On espère bien être stalké à fond. Eh ben merci. Merci à vous. Merci à vous. Un grand merci à Rémi Hoffman et Guillaume Albin de nous avoir octroyé cette interview lors de l'Angers Geekfest 2023. Leur projet sera disponible en financement participatif. Je pense que j'en reparlerai ici, peut-être en remettant un petit coup de projo et puis d'interview.